Samedi 12 septembre 2020, bienvenue à tous, les titres du journal. Au sommaire de ce 13h, le gouvernement était hier face aux centrales et confédérations syndicales. C'est la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociations collectives. Les deux parties ont fait le point des négociations. L'année scolaire 2019-2020 enfin bouclée, 5 semaines d'activités pédagogiques après la reprise de la rentrée imposée par la pandémie du Covid-19. Place maintenant aux grandes vacances avec le réaménagement du calendrier scolaire. Quels ont été les résultats des apprenants dans ce contexte spécial? Notre bureau régional de Boycon est allé constater les dernières heures de l'année scolaire. Et puis, dans ce journal, on donne encore la parole aux citoyens de la ville de Djougou pour se prononcer sur les actions du conseil communal de la ville. Après 100 jours de gouvernance, vous allez entendre dans cette édition, vous-même, les populations du 2e arrondissement de la ville. Et ce serait sur le bilan du maire Malik Seibou Gomina et son équipe. Bonjour à tous et merci d'être sur Canal 3 Bénin et sur Canal 3 Télévision. Le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales étaient en face à face hier vendredi. C'est bien dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociations collectives. Occasion pour les deux parties de faire le point des négociations en cours. C'est la première session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale. La pandémie du coronavirus n'avait pas permis l'organisation de la session depuis le premier semestre de l'année. Le président de la commission, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a souhaité à l'entame que les membres s'investissent résolument au cours des travaux de la session dans l'intérêt de l'année scolaire 2020-2021. Une rentrée scolaire universitaire apaisée et avec succès exige de nous une responsabilité individuelle et collective. C'est pourquoi il me plaît de vous demander que nos travaux se déroulent dans une ambiance conviviale, empreinte de courtoisie, d'abnégation, de responsabilité et surtout de tolérance. Pour l'ordre du jour, il y avait le point de la préparation de la rentrée académique 2020-2021, le niveau de satisfaction des doléances des travailleurs, les questions relatives à l'évaluation des enseignants et l'avancement des agents de l'État et paiement de leurs arriérés salariaux. Les débats menés hors caméra n'ont pu aboutir. La session a été reportée. Éducation, je vous le disais, l'année scolaire 2019-2020 est enfin terminée. Réaménagée à cause de la pandémie du coronavirus, elle a repris le 10 août dernier pour les apprenants des classes de CI et au CM1. Après les toutes dernières évaluations, place maintenant aux grandes vacances. Mais question, comment apprécier le bilan de cette année chez ces écoliers avec le contexte spécial de la pandémie du Covid-19? Notre bureau régional Canal 3 Boycon est allé constater. On voit l'élément qui est signé Imet Hélène Amousson. Repris il y a 1 mois, les activités pédagogiques pour les apprenants du primaire. Abstraction faite de ceux des classes du cours moyen 2e année ont pris fin ce vendredi. Les cours ont été exécutés, les évaluations faites, les résultats de fin d'année sont disponibles. Donc depuis le lundi passé, on a fait l'évaluation sommative dernière étape. Donc le lundi, mardi, les enfants ont composé. Après, nous avons apprécié les copies. Et après ça, il y a des fiches qui sont à notre disposition. C'est ça que nous venons de remplir, c'est ça qui est sur notre table comme ça. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Après la reprise le 10 août dernier, les apprenants ont suivi 4 semaines de cours. Les différents exercices, les leçons et autres se sont déroulés suivant un programme spécial conçu par les autorités en charge de l'éducation, principalement celle du sous-secteur maternel et primaire. La compilation des résultats des diverses évaluations sont acceptables selon les acteurs, même si au démarrage des activités pédagogiques à la suite des congés sanitaires, le niveau des écoliers a laissé présager du contraire. Chose encore
agréable. Le gouvernement a envoyé le programme ASSUR pour faire une révision approfondie. Je crois à un bon praticien, nous pourrions dire, nous avons fait l'essentiel de ce qui est recommandé. Seulement, il est à noter que le temps que les apprenants ont passé à la maison, on a constaté chez la majeure partie des apprenants qu'ils ont des appris. Ils n'ont plus rien qui soit revenu pour qu'on puisse maintenant tresser notre code à l'ancienne code là. Donc on a dû reprendre des trucs au début de l'année, on a repris des trucs de début d'année, au milieu on a chevauché un peu. Donc on a pu tirer ce qu'on pouvait tirer. Mais si on devrait dire est-ce qu'on a pu atteindre l'objectif in fine, ce n'est pas totalement atteint. Vu les circonstances cette année, le ministre des Enseignements maternels et primaires a abordé et clarifié les questions de redoublement. La décision notifiée récemment aux responsables d'établissement fixe les modalités à appliquer pour décider du passage en classe supérieure ou le redoublement des apprenants. Concernant la question de redoublement, moi je suis en classe de C2 et je peux vous notifier que la classe de C2 n'est pas concernée. C'est simplement les classes de transition. Au CI, par exemple, l'apprenant qui a fait sa classe du CI du début de l'année jusqu'à la fin de l'année devra passer au CP seulement. Si nous avons des apprenants qui sont venus au début de l'année et qui ont commencé au beau milieu, on les sait et sont repartis et qu'on a compté au moins les 3 mois et on a vu que ces apprenants-là ont abandonné ou ils sont des enfants irréguliers avérés. Ceux-là ne pourront pas passer en classe supérieure. Ce n'est pas passer pour passer. Donc au CI, pas de redoublement. Au CE1, pas de redoublement. Au CM1 aussi, pas de redoublement. C'est la recommandation. L'année scolaire 2019-2020 a été particulière. Elle se referme enfin. Les divers acteurs, notamment enseignants et apprenants du primaire, sont en vacances depuis ce vendredi. La période de détente cette année va durer seulement quelques semaines, un temps pendant lequel les parents sont priés de suivre leur progéniture, ceci pour leur permettre de ne pas désapprendre et mieux aborder la nouvelle année scolaire qui s'annonce déjà. Et maintenant, la première session ordinaire au titre de l'année 2020 du comité d'orientation et de pilotage du projet d'appui à la production vivrière et du renforcement de la résilience dans les départements de l'Aliborie, de Borgou, mais aussi des collines. Les différents acteurs partenaires ont échangé sur les points ayant trait aux actions menées par le projet. Au thème des assises, des recommandations ont été formulées. Regardez. Le projet est en cours d'exécution dans 3 départements, le Borgou, l'Aliborie et les collines. Il s'achève en fin décembre 2020, dénommé projet d'appui à la production vivrière et du renforcement de la résilience. Le PAPVI entame son dernier trimestre de mise en œuvre avant le démarrage des ultimes actions et réalisations. Cadres des ministères sectoriels, institutions partenaires, membres du comité d'orientation et de pilotage, ainsi que ceux de l'unité de gestion du projet, se sont retrouvés en session à Boycon. La présente session nous offre l'occasion de passer en revue le point d'avancement du projet au 31 juillet 2020 et le point de mise en œuvre du plan de passation des marchés 2020 après avoir examiné le point de mise en œuvre des recommandations antérieures du COP et de la BAD. L'unité de gestion du PAPVI ABC est totalement disponible à recevoir et mettre en œuvre vos recommandations et résolutions d'habitude pertinentes pour le succès de ce projet. Avec pour objectif accroître la production vivrière et permettre un mieux-être des populations. Le PAPVIR ambitionne avant son terme de réaliser plusieurs infrastructures de stockage. L'aménagement dans les zones d'intervention de centaines d'hectares de production vivrière est aussi prévu. Grâce à cette session, les différents acteurs vont jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. Ils prendront aussi des dispositions pour améliorer les performances. Au titre des principales réalisations, on peut citer entre autres l'achèvement de la plupart des magasins de stockage et d'intrants avec un taux de réalisation global de 80%. L'exécution des travaux de réhabilitation de 7 retenues d'eau et d'une mare avec un niveau d'exécution physique des travaux d'environ 30% sur une prévision de 80%.
l'exécution des travaux d'aménagement de 930 hectares avec un taux d'exécution physique de 45%, sur une prévision de 115%. Grande est notre satisfaction de voir qu'il y a une amélioration par rapport aux causes passées. Et je voudrais nous exhorter à proposer des recommandations assez pertinentes et des résolutions assez fermes pour que nous améliorions de façon encore plus substantielle la mise en œuvre de ce projet. Après les différents exposés, des appréciations seront portées par les participants. Des suggestions et recommandations vont également être formulées. Ceci pour booster le rythme des réalisations afin de permettre au projet d'atteindre et à bonne date ses prévisions de départ. Et puis le Bénin disposera bientôt d'une nouvelle stratégie nationale d'identification des personnes. C'est à cet effet qu'une série d'ateliers techniques ont ouvert leurs portes jeudi à Grand Popo. C'est bien dans le département du Mono. Ils portent sur l'élaboration des documents de stratégie nationale d'identification des personnes. Les documents en question couvrent la période 2020-2025. On voit ça avec Geoffroy Messan et Florent Do. Une avancée majeure en ce qui concerne la politique nationale d'identification des personnes est attendue à l'issue d'une série d'ateliers techniques dont les portes s'ouvrent et qui s'étalent sur 3 jours ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il s'agit de l'élaboration des documents de stratégie nationale de l'identification des personnes, DSNIP 2020-2025. Les travaux se tiennent sous la coupe de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Nous sommes donc à l'heure du diagnostic du système d'identification dont chacun de nous, de sa position dans l'appareil d'État, détient une parcelle d'action et entretient avec d'autres des interactions. N'avons-nous pas aussi la responsabilité, sinon le devoir, de contribuer à redresser un système à terre? C'est à cela que nous appelle le gouvernement lorsque, reconnaissant notre savoir et notre savoir-faire en matière de politique de développement dans nos administrations respectives, il nous convie à la formulation d'une vision claire, nouvelle de l'identification des personnes pour mettre le système au service de l'inclusion, de la facilitation de l'accès aux services et du renforcement du capital humain. L'élaboration du DSNIP 2020-2025 est désormais une nécessité pour le Bénin. Le gouvernement ambitionne en effet de faire du Bénin une plateforme de services numériques où l'authentification des personnes est une clé, ce qui va favoriser la prise en charge des populations dans les programmes d'accès aux services sociaux de base et l'accroissement des échanges par le développement du commerce numérique. Le document stratégique dont se charge cet atelier qui est en cours est un document qui va étudier l'existant dans notre pays en matière d'état civil et d'identification de la personne, pour l'étudier de façon à en faire un diagnostic, c'est-à-dire y déduire tout ce qui est dysfonctionnement pour les exploiter comme des opportunités. Nous allons désormais ajouter la nouvelle technologie afin que l'identification de la personne ne soit plus seulement la chose des données à caractère personnel. Le DSNIP 2020-2025 est un outil de gouvernance efficace. Il indique la vision, les objectifs et les axes stratégiques d'intervention, voire la planification des interventions de l'État et des autres acteurs pour les années à venir. Des travaux sortira une équipe chargée de suivre l'évolution de la stratégie mise en place ainsi que sa mise à jour périodique. Approché par Geoffroy Messan et Florent Do, qui sont nos reporters sur place, le consul général du Bénin au Nigeria a fait donc le point de l'opération de distribution de nouvelles cartes d'identité et biométriques des Béninois vivant au Nigeria. Suivez.
L'opération a démarré sur une très bonne planification en raison de la pandémie. Nous avons essayé de faire un calendrier. Pour le moment, les cas se distribuent au niveau de l'ambassade à Abuja et au niveau du consulat général à Lagos. Et la deuxième phase sera celle qui va amener vers les différents quartiers, les différents points de roulement pour que nous puissions respecter les consignes du gouvernement nigérien par rapport à la pandémie. Mais tous les bénévoles qui sont faits enrôler seront servis. Il n'y a pas à se presser, il n'y a pas à se bousculer. Tout se passera. Et même pendant cette opération, nous avons continué à enrôler ceux qui n'avaient pas eu la chance de le faire. Je crois que la chance est donnée parce que c'est très important d'identifier nos bénévoles. Là-bas, sans les pièces, là, ils étaient vraiment harcelés. Maintenant, ça va. Décentralisation, le conseil communal de Djougou avec à sa tête le maire Abdoul Malik Seibou Gomina charme déjà les populations à la base à travers diverses actions dans ce micro-trottoir. Les citoyens du 2e arrondissement de la ville énumèrent quelques réalisations du conseil communal en 100 jours de gestion. Malik Gomina s'est impliqué personnellement. Les hangars qui étaient construits pour les femmes du marché, il a négocié pour que les hangars là soient redoublés et nous avons eu plus de hangars que ce qui était prévu. Il a encore négocié pour que nous ayons des lampadaires pour plus éclairer le marché. Il a négocié avec le commissaire de la commune de Djougou pour que nous ayons une sécurité forte qu'il faut. Avant, l'endroit qui est là actuellement, qui anime le marché de Djougou, déjà à 16h, on ne pouvait pas passer là. Mais grâce au maire de la commune de Djougou, M. Malik Seibou Gomina, nous les femmes de Djougou, nous restons là jusqu'à 22h sans inquiétude parce que la sécurité qui nous a garantie est vraiment forte. Et nous, les mots nous manquent vraiment pour le remercier. C'est un maire tigant, un maire touché doux, un maire qu'il nous faut pour vraiment rayonner la commune de Djougou. Le lendemain de sa élection à la tête de la commune de Djougou, le maire nous a étonnés par sa descente sur le terrain au niveau du commissariat du 2e arrondissement où souvent après la pluie il y a l'inondation et que le passage est vraiment difficile pour les usagers et il a essayé de résoudre ce problème. Ils ont curé les carnivaux. Il nous a amené une société qui nous a parlé de l'extension du réseau électrique. Également, une autre société nous a parlé de l'extension du réseau SONEB. Le maire, en ce qui le concerne pour le 2e arrondissement, appuyait les élèves qui sont admis aux différents examens, à savoir le CEP, le BPC et le bac. Il y a aussi que le maire a initié un concours au niveau de la ville de Djougou pour primer le meilleur quartier. Et nous avons vu que ce concours déjà permet aux populations de se mobiliser entre elles, et surtout les jeunes, de s'organiser pour rendre propre leur quartier. Et ça déjà, c'est applaudi et les gens demandent à s'abonner aux structures de pré-collecte des ordures ménagères. Et je pense que la ville aura une belle image avec cette initiative visant à primer les quartiers les plus propres de la ville de Djougou. Côté sécurité, il y a aussi beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Moi, ce que j'ai senti à son arrivée, en 100 jours là, l'insécurité a ralenti quoi. Il est en train de faire beaucoup de choses. On lui souhaite une bonne chance. Les 100 jours là, il n'y a pas celui qui va dire à Djougou qu'on n'a pas senti quelque chose, sa présence quoi. Il n'y a pas celui-là. Les gens s'en parlent. On en parle. Et puis les populations de l'arrondissement de Barienou, elles aussi apprécient les actions du conseil communal. Les citoyens du plus grand arrondissement de la commune reconnaissent la pertinence et l'efficacité de l'œuvre entamée par l'actuelle équipe communale sous la houlette de Malik et Gomina. Regardez. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'abord l'ambiance de travail. Et personnellement, j'avoue qu'elle est très bonne. Parce que vous savez, quand le cadre de travail, l'ambiance n'y est pas, donc vous ne pouvez rien attendre de la suite. Donc pour les 100 jours, l'ambiance de travail est bonne. Les responsables, à tout moment, quand il y a un problème, ils nous reçoivent, ils nous écoutent, ils traitent avec nous, dans la mesure du possible, même des fois des coups de fil qui règlent en même temps le problème. Certains problèmes peut-être à plus tard. Il faut aussi insérer
la ponctualité des élus dans cette mandature. Ça, j'avoue que c'est une bonne marque qu'il faut marquer là. Parce que les mandatures passées, moi personnellement, je suis à ma 3e mandature. Une séance de 9h, vous pouvez commencer à 11h midi. Mais je crois que cette fois-ci, 9h pile, même si le retard existe, ne dépasse pas 5-10 minutes pour démarrer les sessions. Donc ça, c'est très bien comme actif. Le maire s'est fait déjà illustrer par rapport aux travaux dirigés au niveau des établissements. Ce qui se fait que les meilleurs au CEP, il a demandé un encadrement spécial pour nos élèves. Donc, ce n'est pas mal. Mis à part tout ça, c'est sûr qu'il doit y avoir certaines choses que le maire a eu à poser comme acte que nous n'avons pas vu. Mais, dans l'ensemble, s'il m'était permis donc de noter le maire, je dirais que dans l'ensemble, c'est bien pour un début. Bon, depuis que on m'a dit que mais bon, disons, il a essayé un peu de réfléchir par rapport à Togo. Mais il a fait, il n'a pas fini d'abord. D'abord, ils ont tracé des ponts un peu partout, des lampadaires dans le village de Togo. Il a fait beaucoup de choses. Et l'action qu'il a menée très importante depuis le début de la décentralisation, on dit que c'est les chefs d'arrondissement, c'est le seul arrondissement qui n'avait pas de courant. Mais grâce à lui, notre arrondissement a eu de courant. Et on a encore de l'eau. Ça nous a trop impressionnés. Pour les perspectives, je souhaite d'abord que le même climat de confiance et de travail qui règne là, que ça continue. Il faut, pour ma part, que le maire mette un accent particulier sur la mobilisation des ressources propres. Parce que les sollicitations de nos populations sont très nombreuses. Et ne pourra donc satisfaire ces populations que si les ressources propres sont donc mobilisées. C'est pour ça que je voudrais vraiment souhaiter que le maire mette un accent vraiment particulier sur la mobilisation des ressources propres. Certes, il y a des problèmes, mais les problèmes ne peuvent trouver de solution que s'il y a donc de la liquidité, donc de la disponibilité. De façon particulière, pour l'arrondissement de Barienou, je souhaite que dans la mandature donc, du maire Malik Gomina, qu'on ait la chance que notre arrondissement soit électrifié. On a problème de terrain de football. Notre terrain, c'est dans le village même, donc c'est pas bien. Au moins, il faut un terrain propre pour nous-mêmes, un peu hors du village, bien propre. Nous voulons l'électricité dans l'arrondissement de Barienou, précisément à Tokotoko. Puisque Tokotoko dépasse un village où il n'y a pas d'électricité. Sinon, nous, ça nous tient trop. Et on a un problème d'eau aussi dans le village de Tokotoko. Tout ça, là, on en a besoin. Il y a aussi des marigots qui empêchent les gens pour traverser, aller dans les champs pour les activités champêtres. Donc, il faudrait qu'ils pensent à ça pour qu'ils fassent un pont de passage. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et de la diffusion. Vous restez avec nous sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Bon week-end à tous.